Bonjour et bienvenue à ce 27e épisode d'Idées en évolution. Aujourd'hui, nous recevons l'essayiste et enseignant en histoire Emmanuel Lapierre, auteur du livre Le duel culturel des nations, publié chez Boréal. Emmanuel Lapierre est également candidat pour le Bloc québécois dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Dans cet entretien sur l'idée du nationalisme, sur le sujet de son livre, nous discutons du rôle de ce nationalisme pour les joueurs de hockey québécois et francophones au sein du club de hockey du Canadien de Montréal dans l'histoire. On discute également des origines du nationalisme et de son état au sein du Québec contemporain. Avec notre invité, nous discutons également des motivations profondes de son engagement politique, de la nécessité de réussir l'indépendance du Québec le plus rapidement possible, du combat pour la survie des langues et des cultures au Québec et dans le monde, du nationalisme canadien dans le contexte de la menace d'annexion par les États-Unis, du contexte culturel difficile canado-québécois auquel font face les immigrants à leur arrivée, ainsi que des peurs collectives des Québécois. Finalement, s'il vous plaît, veuillez aimer, liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne. C'est ce qui fait le balado avancer après tout. Bonne écoute! Monsieur Lapierre, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Je vais vous présenter à l'auditoire en première chose, avant toute chose. Vous êtes enseignant au cégep depuis 2012 et auparavant, vous avez enseigné au secondaire en histoire. Vous êtes essayiste, comme je l'ai mentionné, et l'auteur du sujet de cet entretien, Le duel culturel des nations, publié chez Boréal en 2023. Et vous êtes également candidat pour le Bloc québécois dans les élections fédérales en cours dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Me manque-t-il quelque chose? Non, c'est pas mal ça. Avant de nous lancer dans les grandes questions que soulève votre essai, là, principalement le nationalisme, mais quel est le rôle du hockey, de hockey sur glace, là, bien sûr, dans votre analyse du nationalisme et de la question nationale au Québec? Écoute, c'est bien intéressant. J'ai été un grand fan de hockey toute ma vie, du Canadien de Montréal. J'étais le fan numéro un. Puis à un moment donné, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué un phénomène bien intéressant. C'était que pour les francophones du Québec, pour beaucoup de francophones au Québec, le Canadien, c'était un peu comme une équipe nationale par défaut. Parce qu'au Québec, évidemment, on n'a pas d'équipe nationale de hockey ou dans n'importe quel autre sport. Quand on va aux Olympiques, par exemple, c'est le Canada, puis il faut comme essayer de se retrouver là-dedans, tu sais. Et puis, quand le Canadien gagnait, moi, j'étais assez vieux pour avoir vu des Coupes Stanley. Là, donc, j'ai vu cette folie-là, puis j'ai vu... Moi aussi. Oui, toi aussi. Puis c'est comme si c'est tout le Québec qui gagnait, dans le fond, quand il gagnait. C'est un peu comme si c'était notre équipe nationale qui gagnait, puis là, le Québec gagnait à travers cette équipe-là. Mais j'ai aussi remarqué que l'organisation du Canadien n'endossait pas ce rôle-là que bien des gens voulaient lui faire porter. Au contraire, il refoulait le plus loin possible. Il voulait faire oublier cette espèce de rôle-là d'équipe nationale par défaut que bien des Québécois voulaient lui faire porter. Et ça a été comme... Ça m'a mis la puce à l'oreille, je te dirais. Ça m'a fait vouloir investiguer plus loin. Puis j'ai fait une autre étude qui a montré que quand le Canadien était composé de 50% plus 1 de francophones, il gagnait la Coupe Stanley presque une fois sur deux. Et quand ce n'était pas le cas, ben, il y avait exactement le même taux de succès qu'on s'attendrait d'une équipe ordinaire de la Ligue nationale de hockey. Et autre fait intéressant, c'est que cette performance-là exceptionnelle arrivait juste en séries éliminatoires. Donc, quand le Canadien n'était pas composé à 50% plus 1 quand le Canadien était composé, à 50% plus 1 de francophones, en saison régulière, ça ne changeait strictement rien sur le taux de victoire. C'était super intéressant, puis ça m'a fait dire aussi que, OK, mais le nationalisme, ça peut être positif. Ça peut être lié positivement au peuple, à la performance sportive dans ce cas-là, mais je pense de manière aussi plus générale, parce que surtout dans ce temps-là, en 2000 et 2010, la mondialisation battait son plein et puis le nationalisme n'avait vraiment pas la cote, particulièrement ici au Québec et au Canada. Donc, c'était vu comme quelque chose de mauvais, de méchant et tout ça. Donc, là, j'avais un signal complètement contraire. Donc, ces deux éléments-là ont vraiment mis ma puce à l'oreille, ont joué un rôle très important pour ce qui a suivi. Là. Mais la thèse étant que les joueurs québécois francophones jouaient, j'ai envie de dire, plus fort ou avec plus d'intensité, avec une détermination supérieure, parce qu'ils avaient un élan nationaliste en jouant pour le Canadien de Montréal et étaient conscients, j'imagine, qu'ils représentaient quelque chose de plus grand que le simple sport.
Certains l'étaient moins. Dans mon étude, je suis allé interroger des anciens joueurs, évidemment, pour valider ce que je trouvais comme données. Puis ça a été comme le nanan que je me suis donné, là. J'étais allé, entre autres, ça serait plus imaginable aujourd'hui, mais j'avais tout simplement appelé au Centre Bell. Puis j'avais demandé à parler au responsable des anciens Canadiens, c'était Régent Houle à l'époque. Il m'a répondu, puis il m'a tout bonnement donné plein de numéros d'anciens joueurs. Comme ça, là. Juste en y parlant au téléphone. Pas sûr qu'on pourrait faire ça aujourd'hui. Et puis, fait que je me suis gâté, là. J'ai appelé Serge Savard, j'ai pas appelé Patrick Roy, j'ai eu son numéro. J'en ai appelé plein, là. Des anciens joueurs, Jean Perron, des anciens entraîneurs, tout ça, là. Je me suis vraiment gâté. Gilles Tremblay, qui est décédé maintenant, qui était la voix de mon enfance quand j'écoutais le hockey. Et ce qu'ils m'ont dit... Jacques Demers? Non, j'ai pas contacté Jacques Demers, mais c'est ça, je me suis limité, là, parce que sinon c'était sans fin. Et donc, c'est ça. Ce que j'ai compris en leur parlant, c'était que il y en a qui en étaient conscients, il y en a d'autres qui l'étaient moins. Entre autres, Gilles Tremblay. Je pense que mon entrevue la plus intéressante, ça a été avec Gilles Tremblay, puis il m'a dit que lui, en tout cas, des joueurs de sa génération, il était extrêmement conscient du rôle qu'ils jouaient et de la discrimination dont ils étaient victimes sur la glace, qui était la même que celle que les gens vivaient à l'extérieur. Donc, il dit que ils avaient vraiment le feu dans les yeux là, quand ils sautaient sur la glace. Il y avait l'esprit vengeur, en quelque sorte, ou en tout cas justice réparatrice, ou en tout cas pour montrer que les Canadiens français ont leur place dans la société. Ils voulaient le montrer sur la glace, face à toutes les injustices qu'ils vivaient sur la glace et en dehors de la glace. Très bien. Bon, on va se lancer dans le nationalisme et le sujet de votre livre. Je vous cite ici. Je nomme le duel entre une nation dominante et une ou des nations dominées pour déterminer la langue et la culture d'un territoire, le duel culturel des nations. Quelle est la genèse et la thèse de votre livre et pourquoi parler de nationalisme aujourd'hui? La genèse du livre, c'est un sentiment que j'ai vécu. Il y a plusieurs sources, là, mais je dirais une des sources importantes, c'est un sentiment que j'ai vécu dans Villeray, parce que moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie dans Villeray à partir du moment où j'étais aux études universitaires. Et puis, j'ai vu le quartier s'angliciser tranquillement. Et ça a fait une boule dans mon ventre. Puis, à un moment donné, il fallait que cette boule-là sorte. Donc, je me sentais un peu comme enceint, quelque chose comme ça. Donc, moi, c'est pas moi qui ai écrit le livre. J'ai pas la sensation d'avoir écrit le livre. J'ai la sensation que c'est le livre qui s'est imposé à moi et qui s'est comme... j'ai été comme un instrument, finalement, de quelque chose d'autre. Donc ça, ce sentiment d'urgence face à notre anglicisation lente, notre assimilation lente, ça a été vraiment un grand facteur qui a fait en sorte que j'ai écrit ce livre-là. Très bien. Je ne sais pas si je réponds à la question. Là. Ben oui, mais Ouais. peut-être nous parler un peu de la thèse, en fait. Ouais. Parce que vous défendez une... En gros, vous dites le nationalisme n'est pas ni bon ni mauvais. Ouais. Peut être une bonne chose, peut être une mauvaise chose. Peut-être nous parler un peu de la thèse un peu plus académique, si on peut dire, du livre. Oui, la thèse académique, ben c'est ça. C'est que la thèse académique, c'est que dans les milieux universitaires et dans la société en général, c'est né du milieu universitaire. C'est né de cette vision qu'il existe deux sortes de nationalisme. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est né à peu près en même temps que le nationalisme, cette idée-là, qui existe donc à peu près au 18e siècle. Là. Cette idée qu'il existerait deux sortes de nationalisme, un qui est bon et un qui est mauvais. Et en même temps est née l'idée concurrente, c'est-à-dire que le nationalisme serait bon en soi pour tous les peuples de la Terre. Donc les deux idées sont nées en même temps et se sont fait concurrence jusqu'à aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, l'idée que enfin, jusqu'à tout récemment, là, je pense qu'on est peut-être dans une période de transition, mais jusqu'à tout récemment, l'idée la plus dominante, c'était qu'il existerait deux sortes de nationalisme, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est bon, un qui est mauvais. Le nationalisme civique serait bon en soi, donc c'est-à-dire les libertés individuelles, autrement dit. Et le nationalisme ethnique ou culturel, c'est des synonymes, en tout cas pour moi, c'est des synonymes, serait mauvais en soi parce qu'on aurait vécu l'expérience des nazis, par exemple, de l'Allemagne nazie, et donc ça mène à des dérives potentiellement graves, et donc ça serait mauvais en soi. Il faudrait l'éviter à tout prix. Donc, moi, j'ai voulu combattre cette idée-là qui est dominante parce qu'elle est portée par des nations qui sont dominantes. Donc, ça, les petites nations ne portent pas cette idée-là. Puisqu'elles sont bien conscientes qu'elles en ont besoin. En tout cas, peut-être qu'elles ne le sont pas à 100%, mais moi, je pense qu'elles sont quand même conscientes qu'elles en ont besoin pour survivre dans le monde dans lequel on vit. Alors que les nations dominantes, sûres de leur existence,
n'ont pas besoin n'ont pas besoin du nationalisme, d'affirmer leur nationalisme aussi fort, aussi fortement pour survivre. Vous avez parlé du nationalisme et de la période nazie en Allemagne. On réduit pas peut-être trop souvent le nationalisme d'aujourd'hui pour le discréditer, simplement en disant l'Allemagne est passée par une période de nationalisme qui a mené au nazisme, qui n'est pas tout à fait vrai historiquement, peut-être même pas du tout. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce que j'appelle une réduction un peu infantile presque, là, de cette analyse du nationalisme aujourd'hui? Vous en parlez quand même beaucoup dans votre livre. J'en aussi. parle beaucoup dans mon livre. Je pense que le chapitre peut-être le plus fort là-dessus, c'est celui sur Hannah Arendt, qui explique en fait, c'est fou parce que c'est son premier chapitre. C'est le premier chapitre des origines du totalitarisme. Et je pense que c'est pratiquement le titre de son chapitre, ou en tout cas, c'est dans la première page. Elle est extrêmement claire, où elle affirme que le nazisme n'a rien à voir avec le nationalisme et qu'au contraire, le nazisme se positionne contre le nationalisme et a réussi à fleurir en Allemagne parce que le nationalisme allemand était faible. Et donc, elle est très, très claire là-dessus. Et que ce qui, en fait, a mené à l'avènement du nazisme, c'est au contraire l'atomisation de la société allemande à cause de l'industrialisation, à cause de l'individualisation des individus, de la perte de solidarité entre les Allemands. Et donc, j'ai trouvé que cette analyse était vraiment très intéressante, très éclairante, venant d'une des plus grandes penseurs du 20e siècle. Rappelons qu'Hannah Arendt a vécu le nazisme en tant que juive, d'ailleurs, en Allemagne, hein, donc elle savait de quoi elle parlait. Elle savait très bien de quoi elle parlait. Avant qu'on poursuive, quelle est votre définition du nationalisme? En fait, on parle beaucoup de nationalisme aujourd'hui. On vient de dire un peu le pour, le contre, les racines historiques rapidement, mais je crois que le mot est galvaudé un peu. Quelle est votre définition du nationalisme? À la base, c'est la volonté d'exister d'un peuple, tout simplement. C'est ça le nationalisme. C'est vouloir exister en tant que peuple. Et puis, donc, c'est nécessaire, surtout dans un contexte où la mondialisation se poursuit, l'uniformisation des peuples se poursuit en ce moment. Il y a des grands ensembles, comme les États-Unis, comme la Russie, comme la Chine, qui essaient de conquérir des marchés, pas juste économiquement, mais aussi culturellement. Je prends la Chine, par exemple, mais il y a des centaines de langues qui étaient parlées en Chine auparavant, mais maintenant, toutes ces langues sont en très grave danger parce que la Chine sent le besoin d'assimiler toutes ces nations-là. C'est la même chose pour la Russie. Donc, toutes les anciennes républiques soviétiques continuent de fonctionner en russe avec l'État russe. Et il y a des grandes minorités ethniques russes dans ces régions-là. L'Ukraine, c'est vraiment le cas le plus frappant, où il y a 40% de la population ukrainienne qui est russe. Donc, le pays, est menacé. Son existence est réellement menacée, particulièrement en ce moment. Donc, alors, il n'y a pas juste une volonté de domination économique ou d'aller chercher des ressources stratégiques. Il y a vraiment aussi l'idée de dominer culturellement ou d'assimiler des peuples. Les États-Unis font la même chose, mais à l'échelle mondiale. Donc, il y a une uniformisation mondiale des pensées, des mœurs, des valeurs, de la recherche universitaire, des films, de tout ce que vous voulez. C'est très, très, très profond. Donc, c'est pour ça que la volonté d'exister des peuples pour contrer cette force est très importante. Elle doit absolument se manifester. C'est ça le nationalisme. Parfait. Bon, vous parlez de l'histoire du nationalisme et des différentes interprétations et définitions comme on vient de faire. Là, vous parlez de Hans Kohn, Hannah Arendt, dont on a mentionné déjà le nom, et Johann Gottfried Herder, trois Allemands, Hans Kohn étant de la République tchèque, ou la Tchécoslovaquie à l'époque, pardon, là, mais germanophone. Mais permettez-moi de sauter tout de suite au présent. Là. Quel est l'état du nationalisme au Québec aujourd'hui? L'état du nationalisme au Québec, il est pas très bon, mais il n'est pas non plus si mauvais. Les forces nationalistes sont très présentes, elles existent, et elles étaient sur une montée vraiment intéressante. Je ne sais pas si... je pense qu'on le ressentait tous un peu, qu'il se passait quelque chose jusqu'à ce que Donald Trump remporte les élections. Donc là, on était comme à un point d'arrêt. Mais il se passe quelque chose. Il se passait quelque chose. C'est comme si toute la période post-référendaire, qui a duré une génération,
dans laquelle on a vécu une morosité épouvantable, où plus personne voulait parler de politique, ça nous faisait pousser des boutons, là. Cette période référendaire qui, à elle seule, explique l'existence de la CAQ, qui est pour moi la CAQ qui représente tout le cynisme que les Québécois ont intériorisé, le défaitisme et tout ce que vous voulez. Ben tout ça, ça semble derrière. Ça serait retourné vers l'autonomisme par fatigue, la période post-référendaire? Ben moi, je pense que, ben oui, je pense qu'on était comme tanné des questions référendaires. C'est ça qui a fait en sorte qu'on s'est tourné vers cette option-là. Et puis, donc, en ce moment, ben tout ça, ça semble derrière. Ça semble derrière. On est une génération plus tard. Et il y a une grande partie de la population maintenant qui n'a pas connu le référendum et qui a intériorisé certaines défaites du passé, mais qui, néanmoins, semble... En tout cas, moi, je le sais parce que je travaille avec des jeunes. Moi, je ne suis pas au cégep, donc je le vois. Je le vois qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à aller à autre chose. Je me permets de parler d'un organisme comme Oui Québec qui réalise des choses incroyables. Il y a 2 ans à peine, ils font des Saint-Jean en politique. Maintenant, ça attire, mais mon Dieu, mais plus de 1000 des jeunes, pas des personnes, des jeunes. Ça attire des centaines et des centaines, des milliers de jeunes. Donc ça, on ne voyait pas ça avant. Donc, il se passe des choses. Et je pense que l'état du nationalisme au Québec est pas aussi mal en point qu'on voudrait nous le faire croire. On nous dit justement souvent que les jeunes sont peu nationalistes, qui sont peu intéressés par la question de l'indépendance du Québec. Vous nous dites que c'est l'inverse. Et donc, vous le vivez au quotidien, vous enseignez au cégep et vous avez enseigné au secondaire en plus. C'est l'inverse. En ce moment, il y a des associations indépendantistes qui naissent dans tous les cégeps, dans toutes les universités. Il y a même il y a un regroupement en ce moment qui vient juste de naître, là, je pense qu'il y a une semaine ou 2, pour fédérer toutes ces associations-là de jeunes au cégep à l'université. Il y a même, il y a Maire de Laval dans une entrevue, c'est avec qui donc, je me souviens plus, mais qui en a même parlé, lui, j'ai trouvé intéressant l'expression qu'il a utilisée, il a parlé d'esthétisation de l'indépendance. Il y a une esthétisation de l'indépendance qui se passe chez les jeunes en ce moment, donc ça redevient cool, ça redevient une mode, tranquillement. Tu sais, c'est pas encore, là, le feu n'est pas encore pris dans place, là, mais il se passe quelque chose, tu sais. Et j'ai tellement hâte que l'épisode de Trump soit derrière nous parce que j'ai l'impression que ça va reprendre, ça va repartir. Puis on sent qu'on se dirige quelque part là, avec cette nouvelle génération. Et puis, je voulais juste dire que les sondages montraient que quand on se penche sur l'intérêt vis-à-vis de l'indépendance chez les jeunes, ben ils ne sont pas du tout ceux qui sont le plus désabusés là, quand on regarde les sondages. Bien au contraire, il y en a beaucoup. Je ne me souviens plus des chiffres, là, mais je me souviens d'un sondage qui était paru, il me semble, il y a plusieurs mois, qui montrait que l'intérêt des jeunes vis-à-vis de l'indépendance était beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait penser. On va sauter une question que j'avais prévue pour un peu plus tard, mais vous en parlez maintenant. Donald Trump, les États-Unis, qui semble, avec la menace là, que les États-Unis pèsent, disons, sur le Canada, l'annexion potentielle, le 51e État. Comment dire, on sent une levée du, j'ai envie de dire, nationalisme ou patriotisme canadien qui semble nuire au nationalisme québécois. Comment expliquez-vous la chose? Comment l'analysez-vous? C'est vrai que ça nuit. C'est vrai que ça nuit. J'ai l'impression... Évidemment, les gens ont peur de perdre... que leurs conditions économiques se dégradent. C'est de ça dont ils ont peur. Et donc, ils sont prêts à certaines choses, à certains compromis, comme on l'a fait par le passé. Hein? Donc, on a vécu d'autres crises et on a réagi un peu de la même manière. Depuis que le Québec a été, disons le Bas-Canada, depuis la guerre de conquête, on est pris d'un côté entre les États-Unis, de l'autre côté le Canada. On a comme 2 grosses bestioles là, de chaque bord et c'est comme si on essaie de se faire oublier pour pas qu'il nous arrive rien. Comme quand les États-Unis ont essayé d'envahir le Canada, c'est arrivé à 2-3 reprises, ben, la plupart des Québécois ont juste fait comme « Ah non, moi je ne me mêle pas de ça, allez-y, battez-vous entre vous, puis on va attendre que ça passe. » On n'a pas pris part vraiment tant que ça. Et c'est comme si j'ai l'impression que beaucoup de Québécois font un peu le même calcul en ce moment. Ils se pincent le nez. Là. Ils disent « Bon, OK, je vais voter pour Carney, là, mais je me pince le nez, ça ne me tente pas tant que ça. Là. » Et j'ai l'impression que quand cette crise va être passée, ben, on va pouvoir revenir à la situation antérieure, ou en tout cas, il va se passer d'autres choses. C'est sûr que c'est temporaire ce qui se passe et c'est lié à la peur de la dégradation des conditions économiques, socio-économiques. Difficile justement de ne pas parler de politique contemporaine. Vous êtes candidat pour le Bloc québécois dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Pourquoi? Pourquoi se présenter? Pourquoi s'impliquer en politique aujourd'hui dans le contexte actuel?
Au fédéral, en plus. Je vais avouer que c'était pas sur le radar. C'était pas sur mon radar. Je suis pas un militant de la première heure, mais le livre, Le duel culturel des nations, a quand même connu un certain succès, je dirais du succès d'estime, là, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai reçu pas mal de messages de lecteurs, mais aussi de gens bien vus dans le milieu culturel ou intellectuel, et aussi d'un certain Yves-François Blanchet, donc qui m'a contacté et qui m'a dit « Hey, ça te tente de te lancer? » Et puis, j'ai pas accepté tout de suite, j'ai pris un certain temps de réflexion. Et puis, j'ai fini par accepter parce que ben, ça me semblait une suite logique après avoir écrit un livre où j'exprime, dans le fond, tout le sentiment d'urgence qui m'habite. Mais je me suis dit, ben là, tiens, je vais mettre la main à la pâte. Là. Allons-y, ça va être intéressant. Donc, tout simplement. C'est facile de passer du rôle, j'ai envie de dire, d'essayiste. Donc, vous prenez place dans le discours sur l'espace public. C'est pas toujours facile. En plus d'être enseignant, donc, vous transmettez un certain savoir en plus à certains, aux Québécois, aux jeunes Québécois. Et on passe à l'implication politique qui est quand même une arène différente. Vous ne faites pas que discuter d'idées en politique. Il y a plusieurs compromis à faire. Des fois, je dis que la politique, c'est l'art du compromis. Est-ce que ça a été facile? Je sais que vous venez de commencer, là, mais vous êtes en pleine campagne. Comment est-ce que vous trouvez la chose? Et c'est vrai que c'est quelque chose. La politique, c'est quelque chose. Je le découvre. C'est extrêmement prenant. Mais heureusement, je pense que la plateforme du Bloc et mes idées sont quand même assez compatibles. C'est très compatible. Là. Je partage pas mal à 100% toutes les idées qu'il y a dans la plateforme du Bloc. Donc ça va bien de ce côté-là. Ce qui est plus... et puis rencontrer les gens, c'est formidable. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à parler aux gens, aux citoyens de Laurier-Sainte-Marie. Quand on allait faire du porte-à-porte, en fait, j'ai été vraiment surpris de la réponse des gens qui ne correspond pas du tout à ce qu'il y a dans les sondages, là où on était. J'ai pas de doute que les sondages sont relativement exacts, là, mais en tout cas, moi, ce que je voyais sur le terrain, ça ne correspondait pas pantoute. Et puis, donc ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Hier, j'ai eu un débat, c'était super le fun. Dans le sens que les gens étaient plus réceptifs aux idées du Bloc que les sondages l'indiquent? Oui, extrêmement réceptifs. Vraiment, c'était très le fun. Et puis hier, hier, on a eu un débat. C'était très, très plaisant également de discuter avec des citoyens. C'était un format table ronde. C'était pas vraiment un débat classique. C'était un petit peu un format table ronde. C'était très plaisant également. Donc, c'est extrêmement prenant, mais j'ai beaucoup de plaisir. Ouais. Parfait. Donc, vous vous présentez pour le Bloc. On vous devine souverainiste. Dans votre livre, vous parlez d'Ernest Renan qui avait... fin du 19e siècle, il avait donné une présentation au Collège de France, je me rappelle bien, sur le titre « Qu'est-ce qu'une nation ?» Je cite ici. Il parle d'une âme nationale, je cite encore une fois ici. Là. Donc, on vous pose la question, comment définir la nation québécoise? Oui, pardon, est-ce qu'il y a une âme québécoise aussi, ou quelle est-elle? Ça, c'est la question à 1 million de dollars, qui a causé d'ailleurs beaucoup de tensions ces dernières années. Parce que c'est comme si... je vais commencer déjà par parler de l'âme, puis après ça, je vais revenir sur les tensions des dernières années. L'âme, c'est pas facile à saisir. On prend juste l'âme d'un individu ou l'esprit d'un individu. Il n'y a aucun scientifique qui est capable de définir, de le trouver dans le cerveau. On dirait, hey, où est l'esprit? On a tous un esprit, n'est-ce pas? On est tous conscients qu'on a un esprit et que ça s'en va, une activité, puis que la somme de cette activité cérébrale-là donne une conscience, un esprit, quelque chose. Collective en plus? Non, mais là, je parle individuel. Mettons juste sur le plan individuel. Parce que collectif, c'est encore plus compliqué. Mais juste sur le plan individuel, mais personne n'est capable de mettre le point sur c'est quoi l'esprit, c'est quoi notre conscience, où est-elle? Il n'y a pas d'organe de ça. C'est comme la somme de toute une activité cérébrale. Et je pense que pour la nation, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que l'âme nationale? Qu'est-ce que l'esprit de la nation? Qu'est-ce que la conscience nationale? Ben, c'est très difficile à définir. On est capable d'identifier certains organes, comme on peut identifier certains organes dans le cerveau qui participent à ça. Mais définir la chose, c'est pratiquement impossible selon moi. Donc, mais on sait que ça existe. Ça existe bel et bien. C'est bel et bien là. Parce que, pour répondre un peu à la question, pour moi, une nation, qu'est-ce que c'est? C'est un peuple qui se reconnaît. C'est ça, une nation. Un peu comme un individu se reconnaît quand il a à peu près 2 ou 3 ans, puis il fait « Ah, je suis capable de me détacher du décor. J'existe. » C'est
C'est tout simplement, c'est ça, être une nation, c'est être capable, tout d'un coup, on se détache du décor, ah, ben gardons ça, on existe collectivement. Puis quand il y a un individu, puis quand il y a une nation, je pense on a le même réflexe par la suite, c'est de dire, ah, j'ai 3 ans, j'existe, ben, hey, j'aimerais ça me faire reconnaître par d'autres, ça me ferait vraiment du bien. T'sais? Ah, maman me reconnaît, elle fait ça comme ça, elle fait le jeu du coucou. Coucou. Ah, j'aime ça. Elle me montre que j'existe. Puis je pense que les nations, c'est la même chose. C'est pour ça que tu as des drapeaux, tu as des hymnes, t'as des hymnes nationaux, tu as des équipes nationales qui vont aux Olympiques. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils font, les nations? Ils se font du bien. Ils font comme ils nous montrent, les autres nations nous montrent qu'on existe et que ça nous fait du bien. C'est ça, dans le fond, qui se passe. C'est ça, ces rituels-là, c'est à ça qu'ils servent. T'sais? Donc, c'est pour ça qu'une nation, c'est se reconnaître en tant que peuple. Et donc, pour revenir à l'autre question là, de l'âme nationale, ça a causé je disais que ça avait causé beaucoup de tensions ces dernières années parce qu'on a utilisé le terme valeur. Le Québec a des valeurs. Et là, ça a causé des tensions de côté et d'autre. Voici les valeurs québécoises. Ah non, c'est pas ça. Puis pourquoi ça cause des tensions, selon moi? C'est parce qu'il y a une partie de ça qui ne peut pas être essentialisée. Il y a une partie de ça qui... On ne sera jamais capable de mettre le doigt dessus. On peut identifier des organes, comme dire, OK, il semble que l'égalité homme-femme, là, c'est super important. OK. Il semble que la langue française, c'est vraiment, vraiment important. OK. Mais moi, j'ai l'impression que le terme valeur a causé des tensions parce que ça essentialise les choses. Personnellement, j'aurais plus tendance à parler de normes. Tu sais? C'est comme si... Ben, la même chose, au Québec, il y a une norme qui est celle que les hommes et les femmes sont égaux entre eux, entre elles. Puis c'est super important. Je n'essaie pas de diminuer l'importance de ça. Mais ça peut fluctuer, dans le sens où les colons français étaient, du moins ce qu'on appelait les Canadiens à l'époque, même après la conquête, avaient avoir un sens de l'identité relativement fort et n'avaient peut-être pas la valeur égalité homme-femme comme on la connaît aujourd'hui. Je dirais pas qu'ils étaient moins patriotiques ou même qu'ils manquaient d'identité du même coup. Là. C'est ça qui est merveilleux avec l'âme nationale ou l'esprit national, c'est que on évolue dans le temps et malgré tout, on reste la même personne. Ça, c'est un des mystères de l'âme ou de l'esprit. Tu sais, je suis pas du tout le même homme qu'il y a 3 ans. Néanmoins, je suis la même personne. Donc, ça, c'est extraordinaire. Et je pense que c'est la même chose pour l'évolution des peuples. Tu sais. Bien, on n'est pas du tout les mêmes qu'il y a 200 ans. Néanmoins, nous sommes la même nation, malgré tout, qui se reconnaît. Bien dit. Donc, j'ai envie de vous poser la question, où mène l'évolution du Québec en ce moment? Quels sont les scénarios à venir dans le sens où, vous l'avez dit, on grandit collectivement et individuellement. On est peut-être à un point charnière de l'histoire, à savoir s'il va y avoir un 3e référendum ou pas, quelle place le Québec va garder ou va prendre ou reprendre dans le Canada. Parce que le Canada est annexé par les États-Unis, mais comment est-ce qu'on peut évaluer à partir de maintenant, évoluer au Québec en ce qui a trop de nationalisme, l'identité et l'âme? Je pense qu'on doit être habité du sentiment d'urgence le plus profond. Parce que les nations ne gagnent pas. Elles ne gagnent pas toutes. La plupart perdent, en fait, et disparaissent. Une autre chose qui m'a vraiment motivé à écrire ce livre-là, c'est une étude de l'UNESCO qui montre que d'ici 2100, de 50 à 90% des langues parlées dans le monde, donc c'est à peu près, il y a environ 6000 langues parlées dans le monde. Donc de 50 à 90% de ces langues-là vont disparaître d'ici 2100. Donc ça, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la plupart des nations perdent leur combat contre des nations dominantes qui essayent de les assimiler. Et on n'est pas différent. On pourrait subir le même sort que la plupart des nations du monde. Et les nations survivantes, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Les nations survivantes se dotent d'un État. C'est les meilleures chances de survie qu'on peut avoir. C'est de se doter d'un État. Si on se dote, les nations qui ne se dotent pas d'un État disparaissent, la plupart. Ou en tout cas, elles vont être confinées à une marginalité et à une souffrance pour l'éternité. Là, Donc, et on sent qu'on arrive à un moment charnière, effectivement, au Québec. Et moi, je pense, comme beaucoup de gens, que ça ne peut pas ne pas arriver. Là. On a une destinée, on a une orientation, on se dirige vers ça. Je me souviens,
même lors du deuxième référendum, tu sais, au Québec, qu'est-ce qu'on avait au Québec? On commençait à faire des microbrasseries. Boréal, c'était l'affaire la plus haute qu'on avait à peu près. Là. On avait Céline, on avait, tu sais. Puis mais maintenant, ça n'a plus rien à voir. Les Canadiens qui gagnaient la coupe. Les Canadiens qui gagnaient la coupe. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, ça n'a plus rien à voir. Tu sais, on a des microbrasseries, on a dans toutes sortes. Le secteur, les Québécois se sont tellement épanouis dans tellement de secteurs, mais c'est fou. Plus rien à voir avec les années 90. Donc, la société québécoise grandit, s'épanouit. Maintenant, je reprends l'exemple du sport. Le Canadien de Montréal, c'est une équipe sportive que les gens aiment, mais comme équipe nationale, on n'en a plus rien à cirer. Ce qu'on veut, c'est une vraie équipe nationale, des vraies équipes nationales. Oui, on va être content s'ils gagnent la coupe et tout ça, mais non, mais maintenant, il y a plein de gens qui disent non, nous, ce qu'on veut, c'est des vraies équipes nationales, là, pour de vrai. Là. Donc, c'est comme si l'évolution se poursuit, puis c'est comme si la tension, l'espèce de cage dans laquelle le Canada tente de nous garder, c'est comme si on sent que ça va éclater. Là. On arrive près de ce point-là où on va disparaître parce que on intériorise le discours canadien. Comme quoi le nationalisme québécois, c'est mauvais. Nos chansons sont pas bonnes. La culture québécoise, c'est pas bon. La langue française, c'est pas intéressant. Donc, on est aussi bien de disparaître puis de devenir des Canadiens. T'sais. Donc, on sent qu'on arrive à ce point de bascule parce que là, je regardais les chiffres l'autre jour, mais c'est effrayant. Je veux dire, à Montréal, maintenant, on est passé en dessous de 50 des gens qui ont le français comme langue maternelle. On est rendu, je pense, à 48 Je regardais ça. Donc, comme langue maternelle, pas oui. Usage à la maison. Langue d'usage, c'est un peu plus élevé. Ouais. Mais comme langue maternelle, c'est 48 On est rendu plus bas que 50 Alors, est-ce que Montréal, on peut peut-être encore dire que Montréal est une ville francophone, mais combien de temps ça va durer encore, ça? Puis Montréal, c'est la moitié du Québec, là. Donc on est vraiment à la limite. Là, on est à un point où il va se passer quelque chose. On va basculer d'un bord ou de l'autre d'ici les 20 prochaines années. C'est maintenant. Là. C'est là. Donc, tout à fait. Vous vous présentez au fédéral encore une fois. Donc, j'ai envie de vous poser la question, comment définir le nationalisme, ou du moins le patriotisme canadien qui refait surface ces temps-ci, encore une fois, face à la menace américaine? Et comment distinguer en quoi est-il différent du nationalisme québécois? Le nationalisme canadien, c'est donc la volonté d'être un Canadien, de faire exister la nation canadienne. Et le fondement de la nation canadienne, c'est la langue anglaise. Je veux dire, c'est ça, là. Quand on regarde les statistiques, dans toutes les provinces canadiennes, excepté le Nouveau-Brunswick, tu as peut-être 2, 3, 4 de francophones maximum. Je veux dire, c'est pratiquement autant qu'on a d'Autochtones ici au Québec, là. Je veux dire, pour eux, c'est ça le français. C'est quelque chose de complètement négligeable qui est extrêmement périphérique. Et donc, ce qui fonde le Canada, c'est la langue anglaise et la culture qui va avec. Ils ont une culture qui leur est propre. Et le nationalisme québécois, ce qui fonde le nationalisme québécois, en fait, la langue, c'est ce qui fonde toutes les cultures, les identités de toutes les nations, sans aucune exception. S'il y en a qui disent que c'est moins important pour eux autres, c'est juste parce qu'ils l'ont oublié. C'est juste parce que leur langue n'est pas menacée. Et peut-être les Canadiens anglais vont dire « Ah non, nous, c'est pas ça qui fonde le Canada, c'est d'autres valeurs, c'est la liberté individuelle. » Non, c'est pas vrai. C'est la langue. Et là, ils s'en rendent compte. En fait, ils se rendent compte qu'il y a peut-être des éléments fondamentaux qu'ils ont oubliés qui les constituent parce que là, les États-Unis veulent les envahir, puis là, ils ressortent, ils sortent des réflexes que nous, on a eu il y a très longtemps, puis nous, on regarde ça, puis tu sais, c'est quand même amusant à regarder, tu sais. Mais bref, c'est la langue qui fonde de toute nation. Et donc, le Québec, à côté, j'ai dit que le Canada, c'est la langue anglaise, la culture qui va avec. Au Québec, c'est la langue française, la culture qui va avec. C'est ça qui fonde l'identité de ces deux nations-là distinctes. Puis je pense que l'autre partie de la question, c'était est-ce que ça parle ensemble? C'est ça, je comprends. Est-ce qu'ils sont contradictoires? Le nationalisme canadien et québécois, je pose la question parce que je l'ai entendu de façon anecdotique autour de moi, dans certains cercles, des gens qui se diraient nationalistes québécois, pas souverainistes par contre, et en même temps, j'ai envie de dire patriotes ou du moins nationalistes canadiens, dans le sens où pour eux, il n'y a pas de contradiction à penser que le Québec devrait être à la limite autonome, pas souverain, pas du tout. Mais vont démontrer aussi une fierté, j'ai envie de dire décomplexée, de leur nationalisme canadien. Donc, moi, ça me semble être une contradiction, mais je vous pose la question, est-ce une contradiction? Est-ce compatible? Je dirais, en théorie, non. Parce que on peut très bien se sentir, comme moi, par exemple, tu vois, je suis né au Pérou. Mais
est-ce que le fait que je sois né au Pérou, ça pose une barrière au fait que je me sente québécois aussi? Ben non. Mais il y en a qui diraient que oui. Ben, moi, je te dis que non. Ouais. Moi, ça me cause aucun problème. On peut très bien se sentir américain et français, on peut très bien se sentir péruvien et québécois, on peut très bien se sentir, enfin, tu sais, l'identité nationale que l'on porte en soi, c'est une question de volonté aussi, tu sais. Je suis ce que je décide d'être finalement dans la vie, tu sais. Alors, et théoriquement, je pense que c'est la même chose vis-à-vis de l'identité canadienne et québécoise. On peut très bien être l'un et l'autre si ça nous tente. Le problème, parce que ça, c'est en théorie, mais dans la réalité, il y a un problème. Le problème, c'est que le Canada a toujours rejeté les Québécois, rejeté l'identité québécoise. J'ai vu un sondage, là, ça commence à faire un certain temps, mais ça ne doit pas avoir tellement changé parce que ça n'a jamais vraiment changé, qui montrait que la très grande majorité des Canadiens ne reconnaissent pas la nation québécoise. J'ai vu ça il y a 2 ans à peu près, si je me souviens bien. Le pourcentage était impressionnant. Je ne me souviens plus c'était quoi, mais c'était très, très, très majoritaire. Donc, ils ne reconnaissent pas la nation québécoise, l'existence de la nation québécoise. Et même politiquement aussi, le Québec s'est toujours fait rejeter des gestes politiques que le Canada a posés très graves, comme le fait de ne pas inclure le Québec dans la Constitution, mais c'est épouvantable. Je veux dire, ils ont toujours rejeté le Québec. Et c'est de ça qu'est né le nationalisme québécois. Parce que pendant longtemps, les Canadiens français et les Québécois ont voulu faire partie du Canada. Mais le mouvement nationaliste est né parce qu'on les a rejetés, on les a complètement rejetés. Donc, en théorie, ça marche, mais en pratique, ça ne marche pas. En pratique, le Canada rejette le Québec et le message fondamental qui est derrière ça, c'est « vous devez devenir Canadien, sinon on ne va pas vous accepter ». Alors, quelle est notre alternative? Mourir ou devenir indépendant? C'est ça l'alternative. Je recevais Paulo Dantas à mon dernier épisode, brésilien d'origine, qui est arrivé au Québec il y a 16 ans de mémoire. Et je lui ai posé la question, encore une fois, de façon anecdotique, dans mes cercles. J'ai eu cette conversation avec plusieurs amis de différentes origines qui me disaient « Ah, mais je comprends très bien la question de la souveraineté québécoise, mais je voterai jamais oui. » Et donc, je lui ai posé la question, c'est pas contradictoire que des gens de différents pays qui ont obtenu leur propre indépendance, la plupart du temps, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à peu près, des fois c'est un peu avant ou un peu après, mais soutiennent bec et ongle l'indépendance de leur pays d'origine, puis quand ils arrivent au Québec, après, même si intellectuellement ils peuvent comprendre la chose, après, je les cite, là, je ne voterai jamais oui. Comment expliquer la chose? Parce que de toute évidence, vous avez vécu quelque chose de similaire. J'ai vécu quelque chose de similaire. Quand je suis arrivé ici, j'allais chez mon père et il y avait, des amis. Votre père était péruvien, votre mère québécoise. C'est ça, mon père est péruvien, ma mère est québécoise. Donc, ils se sont séparés quand j'étais très jeune. Et donc, j'allais chez mon père et puis il y avait plein d'amis de la communauté latine qui étaient là, donc toute ma jeunesse. Et puis, donc, j'étais témoin des fêtes. Mon père, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup faire la fête. Il y avait beaucoup de gens tout le temps chez lui, chez nous. Et puis, j'entendais toutes sortes de conversations. Ben, déjà, il n'y avait jamais de musique québécoise. Il y avait de la musique de partout dans le monde, mais jamais de musique québécoise. Et j'entendais des conversations, des choses comme « Ah, vous les Québécois, vous ne savez pas danser. Vous les Québécois, votre musique n'est pas bonne. Vous les Québécois, votre langue, c'est pas vraiment une langue. » Alors, tout ce genre de discours. Et dans le fond, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que il y a beaucoup d'immigrants ou d'enfants d'immigrants qui ont tout simplement intériorisé le discours qui provient du Canada sur le Québec. C'est ça qui s'est passé, c'est ça qui continue à se passer. Et cette espèce de culture se transmet de génération en génération, de préjugés à l'égard du Québec et des Québécois, comme quoi c'est pas une culture intéressante, tu sais. Puis, je pense que la manière dont notre système d'éducation est construit, ça n'aide pas non plus. Parce que nos jeunes ne sont pas tellement en contact avec notre histoire, notre réelle histoire d'un point de vue québécois. Et ils ne sont pas non plus réellement en contact avec nos œuvres significatives, notre culture significative, nos films, notre musique. L'école ne les met pas tellement en contact avec ça. Les sommes qui sont attribuées aux écoles diminuent pour les sorties scolaires en plus, pour le théâtre et tout ça. Donc, ils ne sont pas du tout à blâmer, là. Il n'y a aucun... la diversité culturelle de Montréal, parce que c'est surtout de ça dont on parle,
n'est pas du tout à blâmer là-dedans. J'étais l'autre jour à un dîner du Bloc québécois et il y avait justement des représentants de communautés culturelles qui étaient là, qui tentent de tisser des liens en ce moment entre le Bloc et les communautés culturelles. Et donc, il y a aussi des gens des minorités culturelles qui sont tout à fait pour l'indépendance, qui comprennent tout à fait ce qui se passe en ce moment. Je ne suis vraiment pas le seul, on est beaucoup. D'ailleurs, juste au Bloc, le nombre de candidats qui sont issus de la diversité culturelle m'a impressionné. Il y en a beaucoup. Mais donc, pour revenir à la question initiale, moi, ce que je pense que ce qui se passe, c'est que les gens qui comprennent intellectuellement le combat pour le Québec, mais qui refusent d'adhérer, je pense qu'ils sont victimes des préjugés à l'égard du Québec qui proviennent d'Ottawa et qui, pour revenir au nationalisme et pour boucler la boucle, reviennent à dire que le nationalisme québécois, c'est mauvais, c'est méchant, ça peut mener à des dérives, c'est ethnique, et ça, c'est sale. Mais le nationalisme canadien est pareil. Et le nationalisme ethnique, ça peut être bon, ça peut être très positif. Le nationalisme culturel, ça peut être extrêmement positif. Et le nationalisme canadien est tout aussi ethnique et culturel que le nationalisme québécois. C'est pas juste la défense des droits individuels. C'est pas vrai. C'est pas ça, le nationalisme canadien. Donc, c'est vraiment de... Et je pense que pour contrer cette machine de guerre, de propagande, tout ce qu'il faut, c'est très, très simple. C'est tisser le maximum de liens possibles avec les communautés ethniques en leur faisant tout simplement aimer le Québec, découvrir le Québec, découvrir nos livres, découvrir nos films, faire des échanges de musique, faire des échanges culturels. Tout simplement, c'est ça qu'il faut faire. Parfait. Vous dites dans votre livre quelque chose que j'ai trouvé particulièrement intéressant qui s'applique au sujet actuel du nationalisme québécois et même des élections fédérales. Je vous cite ici. La volonté profonde de la nation dominante d'assimiler la nation dominée n'est divisée par personne. Elle n'est pas non plus exprimée sur la place publique. Ce qui veut dire qu'en gros, ça se fait un peu inconsciemment, j'ai envie de dire. Est-ce que le Canada et les Canadiens du reste du Canada tentent-ils de dissoudre le français sans même s'en rendre compte? Je pense qu'il y a les deux. Il y en a qui le font consciemment, il y en a qui le font inconsciemment. Et pour vraiment bien le comprendre, on n'a qu'à se pencher sur l'attitude que nous-mêmes, Québécois, avons à l'égard des communautés autochtones, qui vivent exactement la même chose. Tu sais? Elles sont la culture, la langue des communautés autochtones sur le territoire du Québec est en très mauvais état. Ils sont en train de s'assimiler au français, la plupart. Il y en a qui s'assimilent à l'anglais. Bon, la situation peut différer de communauté, beaucoup quand même, de communauté en communauté. Est-ce que les Québécois en sont conscients tant que ça? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y en a qui sont conscients? Sûrement. Il y en a plein qui n'en sont pas conscients, mais il y a comme une espèce d'inéluctabilité quand même là, qui se produit. Là. C'est comme si on marche vers quelque chose. Et si eux-mêmes ne se réveillent pas et ne se mettent pas à défendre de bec et ongle leur langue et leur culture, ben ils vont disparaître. Là. Et donc, c'est ça que je veux dire. Et ce que le Canada nous fait, c'est exactement la même chose. Fait que c'est pas vraiment la faute de personne en particulier. Personne en parle, mais il y a comme une espèce de cadre qui fait en sorte que ça se produit et qu'on se dirige vers l'assimilation. Et que si on ne change pas ce cadre-là, ben ça va arriver. T'sais. Et je pense que derrière ça, effectivement, il y a une espèce de désir profond, peut-être inavoué, ou en tout cas, il y a quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Canada anglais reste un conquérant qui nous a conquis. Et je pense qu'il y a comme un peu de cette dimension-là dans les agissements du Canada qui reste quelque part, peut-être inconsciemment, à travers les gestes politiques ou juste la manière, les attitudes en général du Canada à notre égard. Le Canada binational et bilingue serait donc un peu un leurre? Ben, c'est une fabulation. Le Canada bilingue, c'est une fabulation. Il n'y a personne qui est bilingue au Canada. Je veux dire, à part au Québec, je dirais. À part au Québec, même, il me semble, les chiffres que j'avais vus récemment, même le taux de bilinguisme des Canadiens anglais, il baisse. Il ne monte pas, il baisse. Mais chez les Québécois, il monte, évidemment, puisqu'on est en train de s'assimiler graduellement. Le premier signe de l'assimilation d'un peuple, c'est le bilinguisme. Donc, quand on regarde, ça, c'est une des choses que j'ai faites quand j'ai écrit ce livre-là, c'est que j'ai regardé un peu comment ça se passait dans les autres pays du monde. Un exemple que j'ai beaucoup aimé étudier, c'est l'exemple du Pays de Galles, qui est vraiment intéressant.
Alors, la première chose qui s'est produite au 19e siècle, c'est que le taux de bilinguisme des Gallois a augmenté en flèche. Parce qu'ils parlaient la langue celte, qu'on appelle le gallois. Oui, ils parlaient le gallois. Ben oui, eux autres, ils parlaient juste le gallois, tout simplement. C'est la même chose en Angleterre. Dans les îles britanniques, c'est la même chose que partout dans le monde. Il y avait plein de monde qui parlait plein de langues différentes, mais tout ça a disparu au profit de l'anglais. Donc, au Pays de Galles, on parlait le gallois. Et puis, donc, la première chose qui s'est produite, c'est que le bilinguisme a augmenté en flèche. Et puis, à un moment donné, ça s'est perdu, ça se perd. Puis là, maintenant, ils sont rendus, je me souviens plus du chiffre, je pense que c'est 20%. Maintenant, ils sont capables de tenir une conversation en gallois, si je ne me trompe pas, au Pays de Galles. Alors, c'est comme le bilinguisme, c'est comme un peu le canari dans la mine. Donc là, nous, notre taux de bilinguisme, en ce moment, il augmente. C'est mauvais. C'est assez mauvais. Je pense qu'il y a une différence entre être parfaitement bilingue et être capable de parler en anglais et se débrouiller en anglais, qui est tout chose correct. Mais si on devient trop bilingue, je pense que c'est un signe d'assimilation, en fait. Bilingue dans l'usage, dans le sens quotidiennement, on parle anglais et français, je peux dire, ou le franglais, là, comme c'est devenu un peu. C'est une pente glissante vers l'assimilation en anglais. C'est une pente glissante vers l'assimilation en anglais. Et moi, je trouve ça vraiment drôle que, il y a des émissions qui existent, notamment Radio-Canada, comme Ainsi soit-il, admettons. Là, qui en fait la promotion, au final. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah, mais regarde, il y a des nouvelles expressions, c'est super intéressant, c'est super le fun. » Comme par exemple, le fait d'utiliser des verbes en anglais sans les accorder, comme je vais choke au lieu de je vais choker, admettons, là, ou peu importe. Là. Puis, super intéressant, mais pourquoi est-ce qu'on ne considère pas l'autre option selon laquelle ça pourrait aussi être un signe d'assimilation? Moi, je ne comprends pas. Parce qu'on est quand même 2% dans un océan anglophone en Amérique du Nord. Il me semble que ça tomberait sous le sens d'aussi considérer cette option-là, tu sais. En tout cas. Tout à fait. Je me rappelle avoir lu à propos de l'Irlande et le gaélique irlandais, je crois, qui était la langue descendante des langues celtes de l'époque. Il y a à peine un siècle, plus de 80 ou 85% de la population sur l'île de l'Irlande parlait le gaélique de façon quotidienne. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est même pas à 5%. Là. Exact. Donc, ça se produit. C'est un phénomène qui est extrêmement lent. Ça prend des siècles. Et c'est ça qui est pernicieux. Dans ce cas-ci, ça a pris un siècle. Dans ce cas-là, ça a pris un siècle. En fait, c'est que ils ont utilisé le système scolaire. Donc, c'est le système scolaire qui a été utilisé au 19e siècle pour assimiler des peuples. Et, au Canada, on a essayé de faire la même chose. Là, hein? Dans le Canada anglais, les communautés francophones, on leur a interdit d'apprendre le français et tout ça. Donc, c'est à la mode un peu partout en Occident, même dans le monde. Et puis, mis à part ça, le phénomène de l'assimilation peut prendre plusieurs siècles. Et c'est ça qui est très pernicieux, c'est que c'est très lent et on s'en rend plus ou moins compte de ce phénomène-là et des changements qui sont graduels. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas penser qu'on est à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri. C'est pas parce que les choses changent lentement que c'est bon signe. Donc, nous ne sommes pas du tout à l'abri. Il faut être absolument habité par le sentiment d'urgence en ce moment. Et oui, je suis un fervent indépendantiste et je pense qu'il faut réaliser l'indépendance le plus rapidement possible, simplement pour survivre en tant que nation. En conclusion de cet entretien et de votre livre, d'ailleurs, faites l'usage de l'épitaphe qu'on retrouve sur la pierre tombale de Jacques Parizeau qui dit « N'ayez pas peur ». De quoi les Québécois ont-ils peur aujourd'hui et comment peut-on surmonter nos peurs collectivement? Ils ont peur de deux choses, je pense. Et la première et la plus importante étant justement la peur de disparaître. Et je pense que c'est la plus importante parce que j'ai écrit ce livre-là. C'est la peur la plus importante parce qu'on ne peut pas leur en parler. Quand on essaie de parler de ça, c'est pas gagnant. Ce qui est paradoxal, parce que c'est primordial. C'est paradoxal, mais c'est normal, j'oserais dire, jusqu'à un certain point. Tu sais, quand tu remets quelque chose à plus tard qui est urgent, puis là, tu le fais pas, puis là, tu arrives à plus tard, puis tu le repousses encore à plus tard, c'est encore plus urgent, puis tu te mets encore plus dans la marde. Ça s'aggrave. Ça s'aggrave, puis tu tu sais, c'est un réflexe humain, tu sais, de faire ça. Et je pense que c'est ça qu'on vit collectivement. Je dis, c'est très, 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 très loin en nous, une espèce d'angoisse extrêmement loin qui est en nous. Puis là, on fait comme non, parle-moi plus tard. Tu sais. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Et c'est pour ça que c'est la peur la plus importante qu'on vit, paradoxalement, parce qu'on ne veut pas en parler. C'est un indice. C'est un indice que c'est un mal-être très profond que l'on vit en ce moment par rapport à ça. Et l'autre peur qu'on a, c'est bien sûr la peur de
que nos conditions socio-économiques se dégradent. Ça a toujours été probablement parce qu'en tant que peuple, on a vécu de très grandes difficultés par le passé sur le plan socio-économique. On a été très pauvres. Hein? On est d'une société de bûcheurs, de travailleurs qui l'ont eu très, très dur. Hein? On a eu des conditions extrêmement difficiles. Et moi, ça me surprend toujours quand je retourne dans les archives lire ça, à quel point, mais ça a été, mon Dieu, mais épouvantable. Yvon Deschamps le raconte tellement bien, ça. Donc, allez écouter Yvon Deschamps, c'est extraordinaire. Il a sorti une petite vidéo à Télé-Québec l'année passée qui le raconte d'une manière tellement, tellement extraordinaire. Ça s'appelle une ou deux générations. Là. C'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Puis, moi, ça me fait rire parce que là, aujourd'hui, on est une des nations les plus riches du monde, le Québec. On va être la nation la plus riche au monde à faire l'indépendance. Il n'y aura personne qui aura l'indépendance qui aura été aussi riche que nous, tu sais. Mais on a tellement peur, on veut tellement se pader, tu sais. J'ai l'impression que... Oui, c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est à cause de ce passé-là ça trotte quelque part dans la tête, puis c'est comme si on avait peur de retourner là, tu sais. Emmanuel Lapierre, mot de la fin? Mot de la fin, mais ça a été un grand plaisir de venir ici aujourd'hui. Partager. Oui, vraiment. Merci de m'avoir accueilli. Un plaisir, Emmanuel Lapierre, auteur, essayiste, le Duel culturel des nations chez Boréal et aussi candidat pour le Bloc québécois dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup. Merci à vous. Yeah.